bonjour à tous. Je suis ravi d'animer cette table ronde qui s'appelle « Se déplacer à moindre coût et en polluant moins, est-il encore possible ?» C'est un vrai sujet et de plus en plus prégnant. Alors, pour parler de ce sujet, je reçois aujourd'hui Sophie Mazoué. Bonjour, vous êtes directrice de la RSE au groupe RATP. Bertrand de Singly, bonjour, vous êtes directeur client Île-de-France pour GRDF. Isabelle Patrier, bonjour, directrice France de Total Énergie. Et David Béliard, bonjour, vous êtes adjoint à la maire de Paris en charge des transports, entre autres. Alors justement, David, c'est un sujet sur lequel, et là je ne pense pas faire de faux euphémisme en disant que la ville de Paris est largement impliquée, la question de la mobilité, polluer moins. Vous pouvez nous dire deux mots en guise d'introduction ? Deux mots ? Plus. C'est vous qui me dites. Bonjour, d'abord merci beaucoup pour 5 minutes, allez. Merci beaucoup pour cette invitation sur un sujet effectivement important. Alors la ville de Paris est évidemment impliquée, comme vous le dites, sur ces questions, mais en fait elle est impliquée comme toutes les métropoles, puisque nous sommes confrontés aux mêmes enjeux que l'ensemble des métropoles, et je crois d'ailleurs de l'ensemble du territoire, bien que nous ayons évidemment des spécificités, notamment en termes de mobilité, du fait de la ville dense, et du fait aussi une spécificité qu'on oublie souvent, peut-être d'ailleurs dans les éditos de la tribune, que nous avons à Paris sans doute le réseau de transport en commun le plus dense du monde, et que l'offre de transport est sans doute l'une des plus importantes et des plus riches que nous pouvons trouver dans les métropoles mondiales, ce qui du coup m'amène au cœur un peu du propos, puisque je vais essayer de répondre à cette question. La question du comment se déplacer à moindre coût est-ce possible, plutôt, c'est ça la question. Et en polluant moins. Et en polluant moins. En fait, c'est pas est-ce que c'est possible, c'est comment le faire. C'est ça la vraie question, c'est comment le faire. Parce qu'en fait, et quand je vous parlais des enjeux, nous sommes face à des enjeux qui sont des enjeux majeurs. L'accélération des dérèglements climatiques, le fait que nous avons aujourd'hui encore, l'État a été condamné à une amende de 20 millions d'euros pour inaction face à la question de la pollution de l'air. La pollution de l'air sont des milliers de personnes qui, à Paris et dans la métropole du Grand Paris, meurent prématurément à cause des questions de pollution de l'air. C'est aussi la question du bruit. Donc nous avons en fait effectivement besoin d'aller vers un autre modèle de mobilité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans une mobilité qui est ultra centrée sur l'automobile. Notre question, si je devais la reformuler, c'est comment sortir du tout automobile, comment sortir du tout voiture, qui effectivement est extrêmement onéreux, coûte extrêmement cher, 600 à 900 euros pour une Clio par mois, le plein qui effectivement explose, des investissements qui sont des investissements énormes sur les infrastructures, et des coûts qui ne sont que très peu pris en charge. Je disais par exemple la question de la pollution de l'air, la question du bruit, qui sont des coûts que nous assumons collectivement et qui sont liés à un usage aujourd'hui systématique, encore trop systématique et encore trop excessif de la voiture individuelle, et notamment la voiture individuelle thermique. Mais je pourrais aussi parler par exemple de l'artificialisation des terres, qui a un coût économique, mais aussi évidemment un coût climatique, un coût en termes de biodiversité qui est extrêmement important. Donc en fait, la question, c'est comment on sort de ça ? Comment on arrive à trouver un autre modèle de mobilité qui ne soit pas uniquement assis, je caricature un petit peu, mais en tout cas, qui ne soit pas aujourd'hui centré sur la question d'un usage qui est un usage de la voiture, et j'y rajouterais avec un usage une personne, une voiture, ce qu'on appelle l'autosolisme. Mais pour ça, en fait, on a déjà les solutions. Les solutions, ce n'est pas d'attendre de nouvelles technologies. On les a déjà. Par exemple, dans une ville comme Paris, la question de la marche, qui est le premier moyen de transport, de déplacement utilisé par les Parisiens et les Parisiennes et toutes celles et ceux qui vont dans cette ville, c'est à peu près un peu plus de 40% des déplacements qui sont faits par la marche. Ça doit devenir, et c'est ce que nous cherchons à faire, un élément, un facteur de la politique publique, parce que c'était très accessoire, très oublié, une sorte d'impensé des politiques publiques. Et en fait, nous devons le remettre effectivement comme une politique publique. Je vais terminer, ne vous inquiétez pas. Comme une politique publique à part entière. Le vélo, bien sûr, on en entend beaucoup parler, avec ses critiques, mais c'est une des dimensions d'un
moyen de se déplacer, en tout cas en ville dense, même si pour venir d'un milieu rural, je vois très bien à quel point en fait on oublie cette question du vélo à la campagne, alors que ça peut être effectivement une solution, si tant est, une des solutions bien sûr, si tant est que nous fassions des infrastructures qui sont des infrastructures adaptées. Le vélo, c'est assez simple, hein, pour 50 €, vous avez un vélo. Donc même un peu moins maintenant dans les bourses au vélo, les trucs en seconde main. Donc ça, c'est évidemment très accessible. Et puis enfin, pour terminer mon propos introductif, la question du mass transport, la question des transports en commun, elle est évidemment centrale. Là, les RATP, c'est évidemment dans une ville comme Paris, dans une métropole comme la métropole du Grand Paris, les transports en commun, c'est évidemment le pilier. C'est ce sur quoi nous devons absolument investir collectivement, régénération des voies, investissement dans les nouvelles lignes, bien sûr. Puis j'y rajouterai aussi, puisque c'est votre sujet, l'accessibilité. Il y a un grand débat aujourd'hui sur l'augmentation du pass Navigo, contre lequel moi je suis fondamentalement opposé. Et donc nous avons effectivement posé sur la table un certain nombre de choses dont nous, en gros, votre question, on connaît déjà les solutions. On sait déjà les solutions, sauf qu'aujourd'hui, nous investissons encore trop massivement dans un système dont nous voyons qu'il n'est ni socialement tenable, ni socialement juste, ni environnementalement acceptable. Et nous pouvons aller vers un mix qui est un mix beaucoup plus équilibré, et notamment dans les villes denses. C'est quand même une grande majorité de la population qui vit aujourd'hui dans des villes denses, mais pas que. Et j'y remettrai donc transport en commun, marche à pied, vélo, et puis peut-être, mais on en reparlera peut-être dans le débat, un autre usage aussi de l'automobile qui, je crois, n'est plus voué à être dans un usage de propriétaire, où chacun serait propriétaire de sa voiture et on utiliserait un véhicule de 1000, 1100, 1200 kilos pour déplacer une seule personne. Ça, c'est un usage qui, à mon avis, est un usage qui est plus du tout tenable. Et toutes les questions d'automobile partagée, toutes les questions de covoiturage, d'autopartage, ce sont évidemment des pistes, et notamment en ville, bien sûr, mais aussi dans des zones rurales où des investissements, par exemple, lourds en termes de transport en commun ne seraient pas forcément adaptés, mais on pourrait imaginer, évidemment, et d'ailleurs on l'imagine déjà, des usages plus vertueux de l'automobile. Donc vous voyez, l'idée n'est pas de supprimer l'automobile, l'idée c'est de redéfinir notre mix de mobilité pour justement répondre à la question très pertinente que vous avez posée et qui est l'objet de notre débat aujourd'hui. Merci. Alors, comme on n'a pas oublié que Paris, c'est aussi des transports en commun, c'est pour ça que nous avons invité la RATP. Et vous aussi, vous avez un sujet autour de la pollution, et vous aussi, à la RATP, vous le traitez, vous avez un programme. Alors oui, bonjour à tous. Alors, je voudrais commencer mon propos tout simplement par rappeler que les transports publics font partie des solutions de mobilité qui répondent le mieux aux enjeux climatiques et de transition énergétique. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est bien de le rappeler. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, on consomme très très peu d'énergie par voyageur transporté. Alors j'aimerais donner quelques chiffres justement. Quand vous prenez le métro, le tramway, le RER, vous consommez en fait 8 à 10 fois moins d'énergie que la voiture particulière. Le bus, c'est 2 fois moins. Et puis si on parle du CO2, quand vous prenez encore une fois les modes ferrés, vous émettez 50 fois moins de gaz à effet de serre que quand vous prenez votre voiture particulière. Alors, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas s'arrêter là. On sait qu'on a une responsabilité justement pour contribuer à cette ville bas carbone que l'on veut construire tous ensemble. Et donc, on s'engage. On s'engage notamment à réduire, diviser par 2, nos émissions de gaz à effet de serre en 10 ans, entre 2015 et 2025, par voyageur kilomètre. Et donc, pour cela, on a bien sûr des investissements massifs, et notamment sur notre flotte de bus. On a un programme qui est majeur de convertir l'ensemble de notre flotte de bus, c'est 4800 bus dans Paris, à l'électrique et au bio-GNV. 50% à l'électrique et 50% au bio-GNV. Et grâce à cela, on va réduire de 80% nos émissions de gaz à effet de serre sur la traction bus, qui elle-même représente 70% en fait de nos émissions de gaz à effet de serre totales. Et tout cela, c'est un investissement de 4 milliards d'euros. Voilà, donc je pense pour cette introduction que c'était bien de le rappeler. Merci. Isabelle Patrier,
Vous représentez Total Energy. Alors, c'est vrai que lorsqu'on entend le nom de votre entreprise, on pense immédiatement aux énergies fossiles et donc à la pollution. Quel est votre rôle dans cette problématique ? Total Energy, c'est un énergéticien, aujourd'hui multi-énergie. C'est pour ça qu'on a changé de nom. C'est parce qu'on voulait ancrer cette transformation dans notre nom. Total Energy était un pétrolier gazier, plus gazier pétrolier d'ailleurs, qui est en pleine transformation. Notre objectif, effectivement, c'est d'accompagner des politiques publiques d'aménagement, entre autres, du territoire énergétique, et pour nous c'est très important, pour aller vers une décarbonation la plus complète possible. Alors décarbonation, ça veut dire quoi quand on est énergéticien ? Ça veut dire de moins en moins de pétrole, un pétrole de plus en plus décarboné avec des molécules qui seront de plus en plus biocarburants terrestres, biocarburants aériens. Ça veut dire un gaz qui va être lui aussi de plus en plus décarboné. Sur les transports en commun, on fait une offre aujourd'hui de bio-GNV, de bio-GNL et de biogaz pour pouvoir arriver vers cette neutralité carbone de plus en plus et accompagner ces usages et cette nouvelle énergie. Et puis, c'est l'électricité qui est un facteur majeur de notre transformation. On est devenu électricien il y a peu d'années. Et notre enjeu, c'est à la fois d'accompagner des mobilités électriques, mais aussi d'accompagner des constructeurs. Et donc, évidemment, on est sur la chaîne intégrale de valeur, puisqu'on va construire une gigafactory de batteries pour équiper 2,5 millions de véhicules avec nos partenaires Stellantis et Mercedes. Et que très logiquement, l'aval de cette chaîne-là, c'est de déployer des bornes de recharge, ce que nous avons fait notamment, on est à Paris, les 2300 bornes Bélib ont été déployées par Total Energy, mais aussi d'accompagner l'énergie et d'apporter cette énergie-là, décarbonée, de plus en plus décarbonée. Et d'ailleurs, l'énergie électrique des bornes de recharge parisiennes seront approvisionnées par des fermes solaires. Et on en parlera peut-être, mais il y a un autre enjeu à la décarbonation, c'est la production d'électricité verte. Et cette production-là passe par un enjeu important qui est le foncier, une accélération. Alors, je pense qu'on est dans un mois assez important puisqu'il y a la loi et le projet de loi d'accélération des renouvelables sur lequel on compte beaucoup pour pouvoir justement accélérer la production et être présent sur toute cette chaîne de valeur-là. Chez GRDF, Bertrand de Singly, on travaille aussi sur des carburants alternatifs, il me semble. Je voudrais juste dire un petit mot d'abord, oui, parce que je remercie la tribune de nous avoir conviés sur les questions de qualité de l'air, puisque j'ai vu que les franciliens ou les métropolitains étaient maintenant passés de 18 à 36% d'appétence sur le sujet. Donc on a une table ronde qui a doublé de cote depuis 3 ans. Et voilà, donc ça c'est agréable puisque c'est une information essentielle. Un enjeu, je rappelle, dans le contexte hivernal dans lequel on est, c'est la sobriété. Donc ça s'applique y compris au transport, mais pas qu'au transport. 1 degré de chauffage en moins, c'est 7% de consommation d'énergie en moins. Et je veux saluer les initiatives de la ville de Paris la semaine dernière, du CIGEF avec les 188 communes adhérentes, dont les 131 à quelque chose près de la métropole du Grand Paris. Et c'est un sujet essentiel. Et la ville de Paris, dans la communication de la semaine dernière, l'a souligné, c'est un sujet qui est durable. Ce n'est pas un sujet uniquement pour passer cet hiver, c'est de façon durable. Il faut qu'on s'interroge sur notre consommation énergétique qui, à mon avis, est un peu excessive. Et dans le titre ou dans la question, moindre coût, le problème, c'est que c'est pas cher. Et le problème de quand c'est pas cher, on fait un peu moins attention. Et l'autre problème, c'est que quand le prix monte, ça fait mal. Donc le sujet, c'est comment faire évoluer les niveaux de prix doucement. La volatilité qu'on a connue en électricité, en gaz, en charbon et en pétrole, et le pétrole était celui qui a le moins bougé, c'est quand même très compliqué. En tout cas, le pétrole, on est plus habitué, on était moins habitué sur l'électricité et moins sur le gaz dans ce niveau-là. Donc ça, c'est un sujet, c'est un enjeu de précarité énergétique qui va en plus toucher des populations, donc plus les femmes, plus les jeunes, plus les populations modestes, dont on voyait tout à l'heure dans le sondage qu'on a déjà des difficultés particulières sur la Seine-Saint-Denis, donc ça ne va pas s'arranger. Alors sur la mobilité qui est le sujet, moi il se trouve que j'ai un de mes enfants qui fait des études supérieures et je vois un certain nombre de sujets sur l'énergie cinétique, c'est le produit de la masse par le carré de la vitesse.
Bon, la vitesse, compliqué là pour. Mais la vitesse, quand on la baisse de 90 à 70 sur le périphérique, bon, c'est pénible à 2 heures du matin, c'est quand même assez efficace quand on peut rouler au-dessus de 70, de se limiter à 70. Donc ça, c'est bien. Et dans la masse, c'est-à-dire que quand on déplace quelque chose, il faut que la masse de l'objet qui transporte soit quand même la plus faible possible. Donc c'est-à-dire que de ce point de vue-là, le piéton ou le cycle, c'est assez efficace, parce que le piéton, il y a les vêtements, mais c'est pas trop lourd, et le vélo, c'est assez efficace. Donc il y a un vrai intérêt, et je ne crois pas, je l'ai entendu tout à l'heure dire que c'est un sujet bobo, je ne crois pas. Il y a aussi des évolutions de société, il y a un certain nombre d'articles qui paraissent sur le fait qu'on n'a peut-être pas pris le virage d'autres pays, et on peut faire des choses. Donc il y a une marge de manœuvre sur ces moyens qui est considérable, et il faut s'y atteler. Ça a été rappelé, on a la chance en Ile-de-France d'avoir électrifié toutes les lignes de train. Donc j'ai entendu que Provins, ça y est, c'était fait. Entre nous, quand on va en Seine-et-Marne visiter des méthaniseurs et qu'on voit le train diesel qui passe à côté, c'est assez rigolo. Et il y en a un qui est juste à côté de la ligne en question. Donc l'efficacité, c'est de faire du transport de masse efficace. Donc la RATP l'a dit sur la partie de transport public. On a une attention très forte sur le transport de marchandises. Et moi, je salue les collectivités qui ont fait des appels d'offres. La ville de Paris et le CIGEF, je pense à elle en particulier. On a 25 stations ouvertes au public dans la zone à faible émission de la métropole du Grand Paris. Et Total Energy est un des opérateurs très actifs sur le sujet. Ils sont aussi actifs sur un domaine intéressant, c'est le fluvial. Parce que là aussi, il faut transporter des quantités. Quand vous voulez alimenter des producteurs de béton au cœur de Paris, au-delà des polémiques que ça peut poser, il faut quand même une puissance. Et dans les énergies de puissance, le pétrole et le gaz sont extrêmement puissants. Donc, on a dit tout à l'heure, on a parlé de bio-GNV, je le traduis parce que je ne sais pas si tout le monde sait. Bio-GNV, ça veut dire que c'est du gaz naturel véhicule d'origine renouvelable. Donc, le renouvelable, c'est en Ile-de-France 45 méthaniseurs aujourd'hui, 35 sont en Seine-et-Marne, qui est un département très actif sur le sujet. Ça fait 100 000 tonnes de CO2 évitées chaque année en Ile-de-France. Donc c'est une contribution peut-être modeste, mais enfin c'est une contribution comme une autre. Et je voudrais la saluer. Et puis j'avais en tête aussi, pour rebondir sur les propos de David Béliard, le gaz versus un véhicule classique, c'est quand même 2 fois moins bruyant. Donc ça fait 2 fois moins de bruit. Donc si tous les véhicules sont remplacés au gaz, ça fait quand même 2 fois moins de bruit, c'est considérable. Et puis sur les émissions de polluants, puisqu'on disait qu'il faut polluer moins, il y a une étude d'Air Paris qui est sortie l'année dernière qui disait qu'un véhicule diesel Euro 6, c'est 4 fois moins que le diesel Euro 4 en polluant. C'est 10 fois moins quand on passe à l'hybride et c'est 30 fois moins quand on passe au bio-GNV. Donc on a quand même une marge de progrès considérable. Et moi, je veux saluer les efforts d'Île-de-France Mobilité sur le sujet, puisqu'en 2029, 3/4 des bus en Île-de-France rouleront au bio-GNV. Et donc je pense qu'on aura et 25% à l'électricité. Donc on aura une région francilienne extrêmement propre du point de vue de la mobilité. David Béliard, finalement, on a l'impression, en entendant tout le monde, que tout le monde est au diapason de ces efforts de décarbonation, de la mobilité. Ça passe aussi par le carburant. Vous êtes convaincu et plutôt satisfait des efforts qui sont fournis, y compris par l'univers privé ? Alors, d'abord, je pense qu'on a un constat commun. Il suffit d'allumer sa télé ou d'aller dans les Landes pendant l'été pour voir qu'il y a quand même une accélération, effectivement, des dérèglements climatiques. Donc ça, c'est très clair. Donc il y a des bougées. Total fait un bouger, c'est vrai, qui était effectivement, vous l'aviez dit, pétrolier ou un gazier, je ne sais pas, pour aller vers les énergies renouvelables. Mais très clairement, d'abord, 2 choses, ça ne va pas assez vite. Évidemment, ça ne va pas assez vite. Et la deuxième chose, c'est que nous avons, je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur changer toutes les voitures et tout ça. En fait, on a un sujet, peut-être qui est un sujet de débat. Est-ce que les mobilités doivent décroître ? Est-ce que nous avons besoin, et la deuxième chose, c'est est-ce que la réponse, c'est effectivement de changer les voitures qui sont aujourd'hui des voitures thermiques en voitures autre chose, moins bruyantes et moins polluantes ? C'est là où on a peut-être un débat, peut-être pas entre nous, mais en tout cas qu'on a un débat dans la société. Moi, je crois d'abord que les mobilités ne doivent pas s'astreindre à la question de la sobriété.
et pas juste sur le fait de se dire qu'on va dépenser moins par déplacement. C'est que nous avons un sujet, par exemple, en Île-de-France, sur la question des mobilités contraintes. Des millions de gens, aujourd'hui, prennent les transports en commun, merci à vous, mais ce n'est pas forcément une expérience positive. Et d'ailleurs, ces personnes, elles subissent une organisation du territoire qui a favorisé la voiture en fait en provoquant l'étalement urbain. Ce qui fait que du coup, une partie de nos concitoyennes et concitoyens sont piégés par des transports qui sont des transports contraints. C'est une question et qui doit, je pense, être posée sur un plan politique. C'est une question d'aménagement urbanistique du territoire, une question aussi de droit du travail, la question de la démobilité, du télétravail, sont des choses qui doivent être aujourd'hui posées et de manière très structurelle. Et puis enfin, il faut, je crois, dire les choses. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas continuer à utiliser autant de voitures que nous en avons aujourd'hui dans quelques années, parce qu'il nous faut changer. Et que pour le coup, la question des transports en commun, j'ai noté les chiffres que vous avez donnés sur notamment le ratio d'énergie dépensée ou de polluants émis par rapport à la voiture individuelle, eh bien on voit bien aujourd'hui qu'il nous faut aller vers un autre mix de mobilité. Et ce mix de mobilité, nous l'avons déjà. Transport en commun, je le redis, piétons, vélos, avec évidemment qu'est-ce qui manque? des articulations. C'est une gouvernance qui va au-delà du périphérique, parce que c'est vrai ce que vous avez dit tout à l'heure sur... Peut-être une volonté politique. Oui. Aujourd'hui, en fait, très clairement, nous avons 30 ans de retard sur la question, par exemple, du réseau ferré français. La moyenne d'âge des composants du réseau ferré, c'est 30 ans, c'est 17 ans dans les autres pays de l'Union européenne. Il nous faut 5 à 7 milliards d'euros par an pour rattraper ce retard, et nous en avons encore pour 10 ans. Alors que nous savons que le ferré fait partie des solutions aujourd'hui pour répondre à cette double question que vous posez, c'est-à-dire des transports accessibles et des transports qui sont moins polluants. Nous avons sous-investi dans les transports en commun du quotidien. Nous en payons aujourd'hui le prix. Lorsque le RER B et le RER D sont complètement bondés et qu'on nous explique que nous n'allons pas pouvoir aller jusqu'au bout du travail de modernisation qui permettrait de mieux cadencer les trains et donc du coup d'améliorer non seulement leur fréquence mais aussi leur nombre et donc leur capacité, eh bien oui, nous payons aujourd'hui des sous-investissements. Alors est-ce que ça veut dire que nous sommes condamnés à ne pas avoir de bons transports en commun? Non, moi je suis persuadé que c'est une des clés majeures, beaucoup plus que les nouvelles technologies dans l'automobile. Et vraiment, je le pense de manière très... D'abord, je pense que c'est ça qui est efficace, et je pense que c'est ça le choix politique. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un réinvestissement politique sur les transports en commun, et je le salue. Et je salue les déclarations de Clément Beaune, qui est plutôt positif sur ce sujet. Mais il ne faut pas juste garantir le financement des transports en commun tel qu'elle est aujourd'hui, il faut investir. Et pour ça, c'est vraiment une sorte, je sais que l'expression est un peu galvaudée, mais de plan Marshall sur les transports en commun, massivement. Alors justement, la question de l'attractivité des transports en commun, ça c'est un vrai sujet. Et à RATP, vous travaillez sur des solutions numériques innovantes pour augmenter cette... Vous savez, on parle souvent du MaaS, c'est ce qui permet, cette expérience numérique qui permet de faire de la multimodalité, de l'intermodalité. Ça, c'est un vrai levier pour vous ? Oui, tout à fait. En fait, les exigences des voyageurs ont complètement changé. Ils cherchent finalement à allier à la fois des modes lourds comme le métro, le bus, le tramway, avec des solutions de mobilité douce comme la marche, on en a parlé, le vélo. Et puis également, ce qu'il faut savoir, c'est que la crise du Covid a également modifié les comportements et certains se sont tournés vers des solutions de mobilité individuelle. Et donc, il faut vraiment que l'on ait ça en tête et que l'on propose des offres multimodales. Donc nous, on l'a bien compris effectivement à la RATP, on a une petite avance sur le sujet puisque c'est vraiment indissociable finalement des nouveaux services à la mobilité. Et donc on a déployé des solutions MaaS dont vous parliez sur différents territoires de notre filiale RATP Développement, notamment à Annemasse, à Brest, à Angers. Et puis on a également développé en 2021 une nouvelle application que vous connaissez sûrement qui s'appelle Bonjour RATP. Et qui permet justement de favoriser la multimodalité et l'intermodalité.
C'est extrêmement important et c'est ce que recherchent aujourd'hui nos voyageurs. Et donc cette nouvelle application, elle permet quoi? Elle permet à la fois de faire de la recherche d'itinéraire, d'acheter un titre de transport, de recharger votre pass Navigo. Elle permet également de trouver un vélo, une trottinette, puisqu'on a également un partenariat avec Tiers Mobilité. Et c'est tout cela dont on a besoin aujourd'hui. Je voulais juste rebondir également sur les investissements des transports. Je suis complètement d'accord, il faut investir dans les transports. Et on a aussi un programme d'investissement de 8,4 milliards sur 4 ans, entre 2021 et 2024, justement pour moderniser notre réseau, c'est essentiel, pour augmenter également l'offre de mobilité et puis également d'améliorer la qualité de service. Et je suis complètement d'accord, c'est tout cela qui va conduire à récupérer finalement nos voyageurs qu'on avait perdus pendant la crise de Covid, même s'ils sont majoritairement revenus. Isabelle Patrier, on parlait de modèle économique. Vous avez un sujet de modèle économique sur l'infrastructure que vous mettez en place sur notamment l'infrastructure de recharge de batteries de voitures électriques. Il y a un modèle économique derrière où tôt ou tard il va falloir, ou alors c'est pas assez cher, comme disait Monsieur de Singly tout à l'heure, pour... Je crois que les modèles économiques pour toutes les énergies, ou pour tous les modèles économiques de construction d'infrastructures, comme pour tout projet industriel, sont des modèles qui se basent sur du volume. C'est-à-dire que plus vous aurez de voitures électriques et plus la voiture électrique sera pas chère, et plus vous aurez d'usages et plus ces usages baisseront leur prix. Donc c'est un peu la poule et l'œuf. On a décidé de s'engager vers une mobilité électrique forte. On a décidé de construire des batteries pour des véhicules. Donc on va jusqu'au bout de la chaîne, comme je vous le disais. À un moment donné, on pense que cet usage va se développer, on pense qu'effectivement cette décarbonation sera véritablement en marche. Mais je rejoins un peu tout ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas une solution électrique, c'est un mix et d'usage. Et donc nous, on va s'adapter à tous les usages. Effectivement, sur Bélib, c'est l'électricité. On a aussi investi dans les taxis Hype, qui sont des taxis hydrogène, parce qu'on pense qu'il y a un mix énergétique aussi qui comprend l'hydrogène, notamment pour des flottes captives, ce qui est le cas des taxis parisiens, mais qui peut être le cas aussi d'un certain nombre d'autres usages, pour des flottes captives de véhicules de collectivité. Ça peut être un sujet à regarder et on va en développer. Et puis, il y a aussi le transport maritime qui peut-être un jour sera un transport commun. On est sur un axe AROPA qui est l'axe Le Havre-Rouen-Paris, qui peut permettre aussi d'ouvrir un certain nombre de territoires. Sur cet axe-là, il y a un peu aussi tous les usages et toutes les énergies possibles. Quand vous voyez ce que nous avons fait depuis le mois de juin, il y a les bateaux parisiens, là, des vedettes du Pont-Neuf qui fonctionnent sur le fleuve parisien avec des bateaux électriques. C'est aussi des options qu'il faut regarder dans le déploiement des usages et des nouvelles mobilités dans lesquelles nous les accompagnons pour aussi vérifier que ces usages-là peuvent être possibles. Donc on voit qu'on est sur un mix énergétique nécessaire, une adaptation des usages de chacun et une décarbonation de ces usages quel qu'il soit, et je vous rejoins, on a un enjeu en Ile-de-France aussi de décarboner toute la partie gazière pour arriver vers du biogaz, et je pense que l'accélération, aujourd'hui, Total Energy est le premier producteur de biogaz en France sur base de la biométhanisation. Je pense qu'on va accélérer sur cet axe-là aussi, parce que ce sont des usages qui vous permettent une mobilité beaucoup plus durable et qui vont permettre effectivement cette décarbonation et cette courbe de la décarbonation. Je reviens quand même aussi sur l'accélération dont vous parliez. Notre difficulté aujourd'hui dans un pays comme la France, c'est d'accélérer et d'avoir à la fois des autorisations, des permis, parce que pour décarboner, pour avoir de l'électricité verte ou du gaz vert, il faut des autorisations. On met 3 fois plus de temps en France que dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, pour avoir une autorisation pour une ferme solaire, un biométhaniseur ou une ferme éolienne. On n'a pas aujourd'hui d'aménagement du territoire énergétique pour anticiper ces productions décarbonées dont on aura besoin pour notre hydrogène vert, pour notre biogaz, pour notre électricité verte. Et ça, c'est une nécessité. On est peut-être le pays dans lequel il y a le plus de côtes. Pourquoi est-ce qu'on n'accélère pas sur l'éolien offshore ? Total Energy avait l'ambition d'être dans le top 5 des renouvelables
en 2030. On l'est déjà aux États-Unis. On a des concessions au large de New York, de la Californie, du Golfe du Mexique. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir ce même système d'organisation de concessions et accélérer sur les renouvelables, sur la décarbonation? On croit beaucoup à la mobilisation de nos élus sur la loi d'accélération des ENR pour ça. Je voudrais faire un lien avec l'actualité quand même, parce que on se dirige quand même vers un hiver difficile. Il y a la question des approvisionnements, Monsieur de Singly. Est-ce que le modèle économique qui avait été mis en place il y a quelques années, il est encore valable pour cet hiver, ou est-ce qu'il y a un vrai risque pour se réapprovisionner en énergie? Tout à l'heure, vous disiez l'énergie n'est pas assez chère. C'est intéressant, ça. Juste avant de Est-ce qu'elle ne sera pas trop chère? Je vais répondre à votre question. Juste avant d'y répondre, je voulais rebondir sur plusieurs sujets, puis pour ne pas les partager avec tous ensemble. Sur l'investissement qu'on a, avoir conscience, GRDF en Ile-de-France, c'est 200 millions d'euros d'investissement par an. Ça veut aussi dire qu'il faut la patience des riverains quand on va ouvrir les trottoirs, puisque l'intégralité du réseau est sous chaussée. Et ça, c'est des entretiens qui sont chaque année, pendant des décennies. Et donc voilà, il faut l'avoir en tête, parce qu'on oublie souvent, et c'est la même chose pour le réseau électrique juste sur la ville de Paris qui est totalement enterré, on oublie souvent que tout ça se passe sous les pieds, et comme on est piéton, on est un peu gêné quand c'est ouvert, mais c'est la vie et on doit s'y habituer, même si parfois on a des efforts de communication à faire. On en est conscience. Deuxième sujet, l'aménagement, c'est hyper important. Avoir des espaces pour faire le plein. Moi, je regrette profondément qu'on doive abandonner, pour des raisons environnementales valables, un certain nombre d'emplacements stratégiques sur des axes routiers qui sont démantelés. Or, ça aurait pu être des stations de recharge électrique, des bornes hydrogène, des stations de recharge au bio-GNV, et on perd des opportunités parce que ce foncier sera perdu définitivement. On ne revient jamais quand on abandonne un site, et c'est la même chose en matière de production d'électricité. Et on a sur le foncier, j'ai aperçu le SICTOM dans la salle, et je voulais saluer le grand projet de Gennevilliers qui ouvrira dans la ZFE en 2025. On a une très belle unité de méthanisation de biodéchets, et ça va contribuer à la décarbonation sur la ZFE. Je n'ai pas oublié la question. Et enfin, le paradoxe qu'on a aujourd'hui, quand vous regardez, alors vous pouvez prendre, si vous allez au siège de la région, la ligne 13, la ligne 14, vous pouvez aussi, si vous prenez le périphérique de la ville de Paris, passer devant la porte d'Aubervilliers, vous avez 2 stations Total Énergie des 2 côtés, extérieur et intérieur. J'y suis passé la semaine dernière. Quand vous regardez le prix du diesel à la pompe et le prix du gaz aujourd'hui, vous dites que ceux qui ont fait le choix du gaz, ils sont quand même courageux. Et moi, je veux dire, il faudrait aussi des boucliers pour les transporteurs routiers qui ont fait ce choix-là, parce que expliquer partout qu'il faut quitter le diesel en 2024 et accepter que le prix était identique avant le confinement et maintenant c'est 2 fois plus cher, il y a quand même un sujet, parce qu'on parle beaucoup du bouclier des ménages, ça ne couvre pas les bailleurs sociaux et ça ne couvre pas ça. Donc pour revenir sur la question de l'hiver, je crois que ça a été très bien dit par le président du directoire de RTE et puis par les directeurs généraux de GRT Gaz et Teréga la semaine dernière. On a une anomalie majeure sur les prix de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde croit qu'on va avoir un problème, et donc les prix sont très élevés. Et je pense qu'on s'époumonne autant qu'on est gestionnaire d'infrastructure pour dire, attendez, s'il y a un certain nombre d'efforts minimums qui sont faits, ça passe. Mais les gens ne croient pas. Après, je ne sais pas si vous avez des contacts parfois avec d'autres pays. Là, j'ai des collègues d'Afrique du Sud. À Pretoria, c'est le plan niveau 6. Je crois que c'est 6 ou 12 heures de coupure de courant par jour en ce moment, enfin potentiel. Donc on est quand même dans un monde incroyable en France métropolitaine. On a un risque très très faible, mais on ne voit pas dans quel monde, et la chance qu'on a, parce que là on est en train de se dire transport, et là, on va garder l'accès à l'énergie avec une probabilité extrêmement forte de façon durable. Mais voilà, on n'est pas encore en train d'acheter des bougies. Donc on est serein, mais ça suppose un effort collectif. Donc ça veut dire que la difficulté, si je vous dis je suis serein, vous dites c'est pas grave, je vais continuer à chauffer à 21. Là, vous prenez un risque. Donc si je vous dis, ah là, c'est super grave, et que vous dites, ah, vous inquiétez, les prix vont monter. Donc si les prix montent, on a d'autres problèmes. Donc on est serein, mais ça suppose un effort collectif. Et puis les gestionnaires d'infrastructure, ce n'est pas les distributeurs, hein, c'est plutôt les transporteurs en électricité en gaz qui ont ce rôle-là de gardien du temple. On leur fait confiance pour donner les messages et informer le public.
Donc moi, j'ai confiance totalement dans le système, et en électricité et en gaz, qui sont les deux systèmes que je connais le mieux. Je pense que ça va marcher, mais il faut faire des efforts. Et puis je reviens sur le signal prix. Le problème qu'on a, c'est que le signal économique n'est pas normal. Si vous dites qu'il faut consommer moins d'énergie et le truc n'est pas cher, avec un SMIC aujourd'hui, vous faites beaucoup plus de kilomètres qu'il y a 30 ans. Alors il y a beaucoup plus de voitures, donc c'est un peu heureusement, on va dire. Mais le problème, c'est qu'on a laissé l'accès massif au transport en voiture à un prix qui est absolument pas cher. Il y a une question sociale quand même là-dessus. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était pas venu de... Oui, mais on a laissé faire. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, il y a 40 ans, les Gilets jaunes existaient. Ils ne sont pas nés ils sont pas nés en novembre 2018, les Gilets jaunes. Donc, on a laissé faire, et maintenant, on a un coût extrêmement élevé de revenir pendant une période très longue sur quelque chose qui est durable. Et ça ne va pas se faire en un hiver, ça ne va pas se faire en 2 hivers. C'est des visions long terme. Et là, moi, je crois beaucoup aux politiques. C'est le politique à tous les niveaux, l'État, région, métropole du Grand Paris et les communes. C'est eux qui doivent aussi donner une vision d'avenir, une vision d'espoir pour nous dire on va y arriver ensemble et quels sont les efforts à faire. On va pas tarder à conclure. David, je voulais quand même faire un lien avec le sommet du Grand Paris, parce que c'est aujourd'hui... C'est ça qu'on discute. Tout à l'heure, vous parliez de la marche, du vélo. Est-ce que ça, c'est pas des problématiques qui peuvent concerner des petites distances lorsqu'on est en centre-ville? Et est-ce que quand on raisonne dans une problématique de Grand Paris, le Grand Paris, ça remonte quand même très loin, est-ce qu'on a toujours ces mêmes solutions? Et le vrai fond de ma question, c'est est-ce que ce qui ne manque pas, ce que vous disiez tout à l'heure en filigrane, une vraie doctrine qui va au-delà du périph' et qui soit une doctrine de mobilité intégrée et pas seulement sur de l'infrastructurel? Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais je vais répondre à votre question. Si je suis pas clair. Non, c'est bon, je vais répondre à votre question. Je vais juste réagir, mais qui a un lien avec la réponse. Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a un problème de prix trop bas, ou en tout cas extrêmement bas. On sous-paye l'énergie aujourd'hui, et effectivement, du coup, ça favorise la question de la voiture. Le gilet jaune, c'est en termes de mouvement politique, social, c'est né en 2018. C'est né sur quoi? C'est né sur le prix de l'essence, mais c'est né sur un autre truc. C'est que quand vous êtes à la station d'essence du supermarché principalement, et que vous êtes par exemple en milieu rural, c'est que en fait, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix que d'utiliser votre voiture pour aller bosser. C'est ça le sujet. C'est que nous avons appauvri les alternatives. J'ai vu de mes yeux vus, pendant les années 80 et 90, les services publics de transport dans le milieu rural disparaître un à un. Pour finir par quoi? Eh bien, par l'obligation d'acheter une voiture. Si possible d'ailleurs, ce qu'on disait à l'époque, c'est qu'il fallait acheter du diesel. Parce que c'était ça qui était bien et c'était ça qui était pas cher. Donc, enfin, plus cher à l'achat, mais moins cher à l'usage. Et donc, en fait, la question, c'est vraiment d'être piégé. Ça répond à votre question, en partie. C'est que, vous l'avez dit, il n'y a pas de solution idéale. Il n'y a pas de solution idéale. Tout est dans le mix. Tout est dans le choix, tout est dans l'alternative et la capacité à produire des alternatives. Est-ce que oui ou non, le vélo est un truc de bobo parisien? Non. Non. C'est évidemment... C'est pas ma question. Hein. Non, je la reformule pour lui donner un petit peu de pimp. Mais la question, c'est que non. Bien sûr, le vélo est adapté, et en particulier dans la métropole du Grand Paris. D'ailleurs, c'est pour ça que nous faisons un RER vélo. C'est pour ça que nous portons des infrastructures qui, d'ailleurs, malgré nos divergences partidaires, eh bien, sont cofinancées par la métropole, par la ville de Paris et par la région Île-de-France. Parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de développer de l'intermodalité, puisque aujourd'hui, un trajet est plus complexe qu'il y a 20 ans. C'est que vous prenez peut-être d'ailleurs votre voiture pour aller à la station de RER. Station de RER, vous prenez le RER et arrivez à la gare de l'Est ou qu'importe quelle gare, vous voulez avoir, par exemple, une solution vélo, un Vélib qui fonctionne. Ça, je sais qu'il y a encore des progrès à faire, et
ou votre vélo dans un stationnement sécurisé que nous devons d'ailleurs proposer aux alentours des gares. C'est ça en fait aujourd'hui le sujet. Donc le sujet, c'est que, j'ai envie de vous dire, la doctrine, c'est d'élargir la question de l'offre. C'est de permettre aux gens de pouvoir à la fois combiner plusieurs offres en même temps, mais de manière différente. Lorsque vous habitez évidemment au centre de Paris, votre combinaison n'est pas tout à fait la même que lorsque vous habitez par exemple à côté de Lagny-sur-Marne, parce que vous n'avez pas exactement la même configuration de territoire, la même densité, ni exactement les mêmes offres à votre disposition. Mais par contre, très clairement, oui, il faut développer le vélo dans l'intégralité de la métropole du Grand Paris parce que c'est une zone dense, que oui, il faut travailler la question de la marche et que ça doit devenir une politique métropolitaine parce que c'est un des sujets majeurs. Alors bien sûr, on ne va pas aller à son travail quand on habite à 15 km en marche, mais il faut que les portions qu'on peut faire à pied, on puisse les faire en toute sécurité et sans être obligé de se mettre en insécurité, par exemple en allant dans les flux automobiles. Et que oui, il nous faut densifier. D'ailleurs, les investissements sont quand même importants en Ile-de-France sur la question du transport en commun. Il nous faut densifier, investir notamment dans les transports en commun de sous-sol, mais aussi de surface. La question du bus est un sujet qui est aujourd'hui un sujet majeur. Et enfin, je le redis ici, toutes les questions relatives à la démobilité, à la réflexion sur le télétravail, sur le fait aussi d'aménager et notre territoire, mais aussi notre temps de manière différente, c'est aussi une des clés qui nous permettra de réduire notre impact carbone sur nos déplacements, mais aussi de gagner en qualité de vie, et d'ailleurs en qualité de vie pour celles et ceux qui télétravaillent, mais aussi en qualité de vie pour celles et ceux qui prennent les transports qui sont aujourd'hui très saturés et sur lesquels, effectivement, nous avons besoin de desserrer la pression. Donc, pour répondre, c'est une question complexe qui attend des réponses complexes. Mais encore une fois, les solutions, nous les avons déjà, nous sommes en train de les développer et effectivement, je pense qu'il faut aller plus loin et de manière plus volontariste sur un nouveau mix de mobilité, notamment pour la métropole du Grand Paris. C'est la fin de cette table ronde. Merci beaucoup pour vos interventions.